Dans cette conférence, je vais présenter les résultats de mes recherches dans le cadre d'un projet financier par le CRSH et intitulé The Art of Political Correctness in Renaissance Italy, Patronage, Censorship and Authorship in Florentine Renaissance Historiography, 1548-1574, dont je suis le chercheur principal et auquel collabore aussi la philologue Paola Italia de l'Université de Bologne, experte en édition numérique, et l'historien Salvatore Lorè. La philologie des éditions numériques, comme l'a démontré la conférence d'Elena Pirazzo le 28 janvier dernier, constitue un champ de recherche très riche qui permet de réfléchir sur des questions théoriques et méthodologiques particulièrement complexes et de dépasser les limites de la philologie traditionnelle. D'autre part, elle pose à son tour des défis qui peuvent se résumer en termes d'ontologie et de représentation du texte, de durabilité de l'objet numérique et de l'absence, à l'heure actuelle, d'une interface unique et standardisée qui soit capable de traduire dans un environnement numérique les fichiers XML reproduisant l'état d'un texte qui a connu une évolution en plusieurs étapes. Bien entendu, il existe un nombre important d'interfaces de ce genre, mais tout nécessite des modifications importantes qui permettent à l'interface de s'adapter à la situation textuelle propre à chaque œuvre. Cette conférence part d'une prémisse théorique, celle de la représentation d'un texte inachevé, publié sous une forme censurée, et se concentre sur une étude des cas, la Storia Fiorentina, Histoire florentine, de Benedetto Varchi, afin de réfléchir sur les potentiels et les limites de l'édition numérique, quand celle-ci vise à être utilisée à la fois comme un texte destiné à un public de spécialistes, philologues et historiens, et à la fois comme un modèle d'outil didactique. Le projet d'édition numérique fait partie du projet financé par le CRSH. Je voudrais commencer ma conférence par une observation. Tous les textbooks des critiques textuelles traditionnelles recommandent de respecter les soi-disant dernières volontés de l'auteur, c'est-à-dire la forme la plus complète qu'un auteur donne à son propre texte. C'est un problème largement débattu par les critiques et sur lequel il ne faut pas trop s'attarder. Ce principe part de l'hypothèse que l'auteur, en intervenant sur les textes, produit une version qu'il juge meilleure que la précédente. Ce principe s'applique avant tout aux textes modernes. À l'ère du copyright et de la liberté d'expression, on considère généralement que l'auteur a le pouvoir d'agir sur sa propre œuvre. Le philologue, dans ce cas, ne doit avoir aucun doute. Il faut sans hésiter établir un texte critique qui corresponde à la dernière volonté de l'auteur. Le philologue Marco Grimaldi a récemment souligné ces problèmes à propos de la mise en scène de Tosca de Giacomo Puccini, proposée par Riccardo Chailly en 2019, qui suit la partition de la première représentation de 1900 et non selon la version révisée par les compositeurs après cette première représentation. Selon Grimaldi, présenter une telle opération qui rompt avec la volonté de Puccini comme philologiquement correcte est naïf et trompeur, car cela reviendrait obéir à une logique de marché qui se concentre à tout prix sur les niveaux et sur la logique qui fait du public un consommateur au lieu de respecter la dernière volonté de l'auteur. La situation devient beaucoup plus complexe et délicate lorsqu'un texte est publié sans l'autorisation de l'auteur ou lorsque l'auteur est contraint, pour de diverses raisons, censure, marketing, etc., de modifier le texte contre son gré. Les critiques italiens ont parlé d'édition censurée ou de correction forcée de l'auteur. Dans ce cas également, le philologue doit adhérer au principe de la dernière volonté de l'auteur et publier un texte dans la version qui soit clairement approuvée par l'auteur, ou dans laquelle sa volonté propre s'exprime sans interférence, par exemple dans la version qui précède sa censure. Selon cette logique, il faudrait cependant sacrifier sur l'autel de ces principes des œuvres universellement considérées
comme supérieure aux versions corrigées est approuvé par l'auteur. Pour ne citer qu'un exemple, l'un des chefs d'œuvre de la littérature italienne, le poème Jérusalem délivré par Torquato Tasso, a été publié sans l'autorisation de l'auteur à une époque où les principes de propriété intellectuelle n'existaient pas encore au niveau légal. Même si une édition approuvée par Tasso est sortie en 1580, l'auteur lui-même a désavoué cette œuvre, avant de retravailler et le republier sous une forme profondément différente, à commencer par le titre Jérusalem conquise, que les critiques considèrent d'une qualité bien inférieure. Si les principes de la dernière volonté étaient strictement appliqués, il faudrait accorder plus d'importance à la Jérusalem conquise qu'à la Jérusalem délivrée, alors même que la première version de l'œuvre est supérieure sur les plans stylistiques et littéraires. Cette tension entre volonté de l'auteur et notre difficulté, bien légitime, de renoncer à une œuvre littéraire de premier plan explique par ailleurs qu'il n'y a à ce jour pas d'édition génétique du travail que de la Jérusalem libérée amène à la Jérusalem conquise. Si l'on remonte donc dans le temps et que l'on se penche sur les textes qui furent imprimés avant la création du concept de copyright et de propriété intellectuelle, avant donc le XVIIIe siècle, la situation se complique car l'auteur ne fait pas toujours partie de la chaîne de production menant au texte publié. En fait, entre l'auteur et l'imprimeur, il y a la figure du correcteur éditorial, qui souvent, sans le consentement de l'auteur, peut modifier les textes en apportant des corrections portant sur le style et même le contenu, christianisant par exemple certains passages ou censurant ceux qui sont jugés immoraux. N'oublions pas non plus que le statut du texte imprimé était bien différent de celui qu'il a aujourd'hui. Non seulement certains auteurs considéraient l'imprimerie avec beaucoup de suspicion, mais aussi, pendant plusieurs siècles, une même œuvre pouvait circuler uniquement sous forme manuscrite, ou simultanément à sa version imprimée. Dans ces cas, plusieurs versions, différemment tant dans leur format que dans leur contenu, pouvaient circuler en même temps. Comme nous allons le voir dans un instant, la situation se complique encore quand un texte continue de circuler et d'être modifié après la mort de l'auteur, dans la forme souhaitée par ses éditeurs posthumes. L'ouvrage sur lequel je me concentrerai aujourd'hui, la Storia Fiorentina de Benedetto Varchi, est particulièrement complexe, car, comme nous le verrons, il concentre à lui seul tous les problèmes que nous avons évoqués jusqu'ici. Il s'agit d'un texte inachevé, qui existe à la fois sous une forme voulue par l'auteur et à la fois sous une forme censurée après sa mort. Je donnerai tout d'abord quelques informations biographiques sur Varchi avant de parler de l'œuvre et des défis que l'on rencontre quand on veut représenter toutes les étapes de son évolution textuelle. La figure intellectuelle de Benedetto Varchi, philosophe, poète et historien, après avoir été dans l'ombre pendant plus d'un siècle, a fait l'objet de ces dernières années d'un renouveau, sous la forme d'études qui en ont justement souligné l'importance comme l'un des auteurs les plus prolifiques et polyvalents de la Renaissance florentine du XVIe siècle, véritable miroir de la culture italienne de l'époque. La Florence du XVIe siècle n'était plus la République de Laurent le Magnifique, des Pauliciens, des Ficins. Dans le contexte des guerres d'Italie, l'ancienne République avait été secouée par une série de muets, jusqu'à ce que, mise à genoux lors du siège de 1530, elle doive déposer les armes face aux troupes de l'empereur Charles Quint, et soit cédée en 1532 à la branche des Médicis, faisant disparaître à jamais le rêve républicain de la liberté. Si le premier duc de Florence, Alexandre, était considéré par ses contemporains comme un tyran libidineux, contrôlé par Charles Quint et le pape Clément VII, son successeur, comme premier, sut s'étayer habilement un espace d'action de plus en plus autonome sur un échiquier international dominé par la rivalité entre l'Empire des Habsbourg et la France,
et déchiré par les querelles religieuses entre catholiques et protestants. Varchi fut le témoin privilégié de cette période difficile et vécut personnellement les passages tragiques entre une Florence républicaine revendiquant sa liberté politique et une Florence muselée par un duc tout-puissant. Suite à l'accession au trône des comtes de Médicis, il fut forcé de quitter Florence pour avoir épousé des idées pro-républicaines et de s'installer en exil à Padoue, où il acquit toutefois très vite une renommée considérable. Son talent ne passa pas inaperçu à Côme. Le duc décida de le gracier et de lui permettre de rentrer à Florence, le chargeant en 1546 d'écrire une histoire de Florence qui prolongerait celle de Machiavel. Cette histoire deviendra la Storia Fiorentina, dont je vais vous parler plus en détail à présent. Varchi n'était pas un historien et n'avait pas été directement impliqué dans les événements politiques des années précédentes. Il dut donc réunir une énorme quantité de données provenant de trois sources principales: les documents officiels des archives de Florence, les nombreuses histoires et chroniques des différentes cités italiennes que l'on retrouvait dans sa bibliothèque personnelle, et enfin les témoignages directs des protagonistes des événements. Nous avons d'abondantes traces de ce travail de collecte de données dans divers manuscrits qui contiennent un nombre infini de notes, de schémas et de résumés de différents travaux et documents. Dans le même temps, Varchi commence à rédiger la Storia Fiorentina en se concentrant tout d'abord sur la rédaction des différents événements historiques individuels, avant de les relier les uns autres au sein du récit global structuré en différents livres. L'œuvre prend rapidement une dimension monumentale. De 6 livres, elle passe rapidement à 12 livres. Et alors que Varchi prévoyait de s'arrêter à l'année 1532, l'année où Alexandre de Médicis fut nommé duc de Florence, Côme le convainc de changer les plans de l'ouvrage et de couvrir l'histoire de Florence jusqu'à l'année 1537-38. Cependant, la Storia Fiorentina reste inachevée, en raison de la mort soudaine de Varchi en 1565, à l'âge de 62 ans. Jusqu'ici, rien de bien compliqué pour le philologue, qui a à sa disposition nombre de documents et d'écrits d'orthographe lui permettant d'entrevoir assez clairement la méthode de travail de Varchi et sa volonté en tant qu'auteur. Cependant, la situation se complique considérablement lorsque l'on prend en considération le fait que la Storia Fiorentina connut une seconde vie, posthume cette fois, qui changea à jamais son contenu et sa forme et fut savamment orchestrée par les commanditaires de l'œuvre, le duc Côme de Médicis. Après la mort de l'auteur, Côme fait récupérer tous ses papiers, c'est-à-dire les 12 premiers livres achevés par Varchi, ainsi que le reste des livres encore à l'état de brouillon. Une note orthographe de Varchi mentionne que les premiers 12 livres correspondaient à tout ce que l'auteur voulait écrire et que les autres livres n'étaient encore finalisés. Avec l'aide d'un de ses associés, le savant et médecin Baccio Baldini, Côme s'attelle à mettre en ordre et donner une forme organique à la Storia Fiorentina, laquelle comprend désormais non seulement les 12 premiers livres achevés par Varchi, mais aussi 4 livres supplémentaires résultant de la mise en forme des brouillons demeurés inachevés par Varchi dès sa mort. Cette étape de rassemblement et de mise en forme se complique encore lorsqu'on sait que l'associé de Côme, Baldini, ne s'est pas contenté de rassembler le matériel de l'auteur, mais de le soumettre en révision en vue d'une édition imprimée. Or, cette révision, et c'est bien là tout le problème, n'est pas seulement une simple mise en forme. Elle se situe à mi-chemin entre la censure préventive des passages problématiques sur le plan religieux, moral ou politique et une révision stylistique. Le résultat est une œuvre en 16 livres qui couvre les événements jusqu'à l'année 1537-38, tel que le voulait Côme de Médicis, mais qui est brusquement interrompu. Et comme on peut le voir
dans cette image. Sur la droite, on a un exemple d'écriture des com qui se trouve dans les manuscrits, un des manuscrits de l'histoire. Et à gauche, on a les textes de Varchi fait par un copiste et corrigé à gauche par Baldini. Donc à gauche, on a, de la deuxième image, on a les corrections orthographes de Baldini. Cette version de l'œuvre de Varchi est contenue dans un manuscrit de luxe dédié à Com et aujourd'hui à Parme. Cependant, même après cette opération chirurgicale, la Storia Fiorentina restera à l'état manuscrit. Les circonstances qui l'ont empêché son impression ne sont pas claires, et c'est l'un des aspects que j'étudie actuellement. Mais le fait est que l'ouvrage ne sera publié qu'en 1721 dans la version voulue par Com. Face à une situation textuelle aussi complexe, le travail du philologue est particulièrement délicat. Où se situe la limite entre la volonté de l'auteur et celle de son patron? Et que faire du matériel demeuré inachevé par l'auteur? Que doit-on représenter? La version voulue par l'auteur, celle voulue par les patrons, ou l'évolution du texte et les différentes révisions dont fait l'objet? Comme on va le voir, seule une édition numérique permet de relever ces défis. Dans l'état actuel des recherches, les témoins manuscrits du texte contrôlé par l'auteur et qui soient les plus achevés sur le plan éditorial sont les suivants. J'ai mis des acronymes pour faciliter la lecture. RC4, c'est un manuscrit à Rome, à la Bibliothèque nationale de Lincei Corsiniana, qui contient les premiers 12 livres, moins un fragment du livre 11. FN9, c'est un manuscrit à Florence qui contient les premières 10 pages du livre 13. Et après, il y a une lacune du livre 13 et du livre 14. Et finalement, on a FN10, qui est un manuscrit, encore une fois, à Florence, la Bibliothèque nationale, qui contient les fragments du livre 11 qui manque du RC4, plus les livres 15 et 6. Et je mets les nombres 15 et 6 entre guillemets quand dans les matériaux originaux, ces livres ne sont pas numérotés. Comme on peut le constater, dans les papiers originaux de Varchi, une grande partie du livre 13 manque, ainsi que tous les livres 14. Ces deux parties manquantes sont conservées dans les manuscrits de luxe dédiés à Com, qu'on l'a mentionné plus haut, c'est-à-dire les manuscrits PR3, et c'est le manuscrit qui se trouve à Parme présentement, et qui contient l'édition de luxe de Com avec la volonté des éditeurs, c'est-à-dire la volonté de Com et de Baldini. Les différentes étapes de la rédaction de la Storia Fiorentina peuvent être résumées selon le schéma suivant. On a un texte de base, qui est un texte du copiste ou de Varchi lui-même. Ici, dans cette image, on a le texte d'un copiste. Et après, on a 4 types de corrections. A, correction de type régressif, c'est-à-dire des corrections qui corrigent les erreurs mécaniques de transmission et qui remontent le texte à la version qui le copiste a transcrit. Et sont des corrections voulues par les copistes qui a travaillé pour Varchi. Donc c'est la correction qui est à droite, la dernière, où j'ai mis A copiste. Corrections de type B sont des corrections de type progressive ou évolutive, c'est-à-dire les révisions qui Varchi a apportées à son texte dans un deuxième instant, deuxième moment. Corrections de type C sont des types progressifs, c'est-à-dire les révisions voulues par Baldini à la demande du commandataire de l'œuvre, comme de Medici. Et une quatrième type de correction qui s'appelle correction D. Les corrections de type D sont des corrections de type progressive, et c'est-à-dire ils apportent des innovations au texte et sont d'une main postérieure à celle de Baldini, et c'est une main non identifiée à ce jour, laquelle retouche ces dernières corrections en 2 ou 3 points dans tous les manuscrits. Revenons aux premières réflexions sur les œuvres posthumes réalisées par d'autres que l'auteur. Un philologue traditionnel, en vue d'une édition papier,
devrait se poser la question de savoir quel texte choisir comme texte de base, celui souhaité par l'auteur ou celui souhaité par l'éditeur. Dans le cas de Varchi, la réponse n'est pas simple. Tout d'abord, il faut distinguer entre ce que Varchi jugeait digne de circulation et tous les matériels qui avaient une forme plus ou moins complète, mais étaient encore à l'état de brouillon. Le matériel qui fait partie des 4 livres suivants, que Varchi liste dans une autre note orthographe et pour la mise en forme desquels il fournit des instructions plus ou moins précises. La version voulue par Combe et Baldini, en revanche, bien qu'ayant été censurée, mais Combe était tout de même celui qui l'avait commissionné, a le mérite de donner une forme organique au texte et de représenter ce que Carlo Ossola a appelé le prestige historique d'un témoin, c'est-à-dire un état du texte qui, sans correspondre à la volonté de l'auteur, n'en est pas moins un témoin du texte important, qui résulte d'un travail approfondi de révision qui nous donne une perspective intéressante sur le texte et de sa réception. L'éditeur moderne du texte en format papier est donc confronté à un dilemme. Représenter la volonté de l'auteur ou documenter le texte tel qu'il a été connu et transmis dans la Vulgata ou lu par Combe. Or, c'est là qu'on entrevoit les limites de la philologie traditionnelle et de l'édition critique imprimée sur papier. La constitution du texte, selon la volonté de l'auteur, comprendrait 2 apparats critiques distincts. Un apparat de type régressif, c'est-à-dire un apparat génétique, donc ils sont marqués les rédactions qui étaient précédentes à ceux du texte base, donc les corrections du type A et B, est un apparat de type progressif ou évolutif, où ils sont reportés les corrections du type C et D, tout ce qui s'est passé après la mort de Varchi. En revanche, la constitution du texte, selon la volonté de l'éditeur, placerait toutes les corrections A, B, C et D sur le même plan, au sein d'un apparat régressif unique. En d'autres termes, il faudrait imprimer 2 versions du texte différentes au sein d'une édition qui prendrait une dimension monumentale, serait coûteuse et fort difficile à utiliser. En revanche, l'édition numérique permet de surmonter cette difficulté en dépassant la dichotomie entre les 2 formats évoqués ci-dessus, puisque dans l'édition critique numérique, le basillage permet de représenter simultanément plusieurs versions. Dans notre cas précis, elle nous permet de représenter non pas 2, mais 3 versions sur une même plateforme. Elle donne au lecteur la possibilité de lire soit la transcription diplomatique d'un document donné, c'est-à-dire les facsimilés du manuscrit, soit un texte critique établi par les philologues modernes, dans ces 2 versions possibles, soit dans la version voulue par l'auteur, y compris les corrections que Varchi apporte lui-même à son texte, et bien entendu les corrections du copiste, soit dans la version voulue par Combe et Baldini, avec ses interventions éditoriales et des censures. Tel est l'un des buts principaux de mon projet. Comme je l'ai évoqué plus haut, l'un des défis majeurs de l'édition numérique est la création d'une interface unique et standardisée qui soit capable de traduire dans un environnement numérique les fichiers XML reproduisant l'état d'un texte et son évolution. Il existe un nombre d'interfaces de ce genre, mais tout nécessite des modifications importantes qui permettent d'adapter l'interface à la situation textuelle propre à chaque œuvre. Une des étapes préliminaires à mon projet CRSH fut justement la création d'une plateforme qui puisse s'adapter à la situation textuelle propre à la storia fiorentina. Celle-ci fit l'objet d'un premier projet, le projet Vasto, lancé au début 2020 en collaboration avec le DARC, Digital Humanities Advanced Research Center de l'Université de Bologne, qui visait à mettre en place un prototype d'édition numérique.
Dans ce contexte, nous nous sommes concentrés sur une petite partie de l'œuvre de Varchi, à savoir la préface de la Storia Fiorentina. Et nous avons utilisé comme interface la plateforme EVT2 Beta 2 ou EVT2 Beta 2. Cette plateforme, dans sa version 1.0, avait déjà été utilisée, par exemple, pour créer la édition numérique du Vercelli Book, un des textes les plus importants du anglo-saxon. La création du prototype pour la Storia Fiorentina obéit à 3 critères. L'interopérabilité qui justifie les balisages en XML TI, l'utilisabilité et la diffusion, EVT, un outil mis à jour open source, flexible et relativement facile à utiliser, et la durabilité. Le projet est hébergé sur le serveur Dark de l'Université de Bologne qui assure sa gestion dans le long terme. Le texte a d'abord été transcrit avec des critères semi-diplomatiques qui d'une part respectaient la mise en page du texte et d'autre part garantissaient un maximum de lisibilité. Lors de la phase de balisage, les différentes stratigraphies textuelles ont été marquées et distinguées par différentes couleurs. Cependant, quand il s'agit de donner au lecteur la possibilité de choisir les textes dans la version semi-diplomatique et dans les textes critiques, en choisissant tour à tour entre la dernière volonté de l'auteur et les textes voulus par Baldini et comme, nous nous sommes heurtés à un défi de taille que nous n'avons pas encore pu relever, précisément en raison des limites de l'interface lui-même. La plateforme EVT ne prend pas encore en charge cette fonctionnalité. L'on se rend compte dans ce contexte que les problèmes théoriques et méthodologiques du philologue permettent de repousser les limites actuelles de la technologie qui pourrait répondre à nos besoins, mais ne le fait pas encore. Malgré ces défis, les avantages de l'édition numérique sont évidents. Le lecteur n'est pas contraint de renoncer, comme c'est le cas pour l'édition papier, à l'étude analytique du document, édition diplomatique, d'un point de vue paléographique, linguistique, stylistique. Bien plus, il peut en même temps opter pour une lecture approfondie du texte, édition critique, et il peut aussi simultanément suivre les variations internes, distinguer les différentes étapes progressives du texte, correction du copiste ou de l'auteur, révision posthume, etc., et même les étudier séparément, puisqu'elles sont indiquées par des couleurs différentes selon un système qui remplace dans la représentation les acronymes d'identification de l'édition papier. Ceux-ci sont cependant présentés dans la guide de lecture particulièrement clairs et concises. Comme je l'ai mentionné plus haut, le projet prévoit également une utilisation pédagogique. Lors de la réalisation du prototype, nous avons également vacillé les noms des personnages, les lieux et les dates, en ajoutant des annotations permettant d'envisager ces éléments textuels dans leur contexte historique, fait d'autant plus nécessaire pour un texte historiographique. Cet aspect permet aussi une analyse approfondie et contextualisée des variantes d'auteurs et de celles faites par les censeurs, souvent liées à des situations, des personnages, des événements nécessitant une illustration particulière ou qui sont directement censurés. La plateforme s'assortit aussi d'outils de contextualisation historico-géographique, c'est-à-dire 1. Chronologie, 2. Cas géographique, 3. Références aux œuvres d'art citées, lesquelles fournissant au lecteur sur demande toutes les informations qui ne pourraient pas être visibles simultanément dans une édition papier. L'édition numérique ainsi créée résout divers problèmes pédagogiques en montrant l'interaction fructueuse de l'édition diplomatique, de l'édition critique, de l'édition génétique et de l'édition annotée, et en présentant les textes dans un site qui contextualise la storia et son contenu. L'édition numérique se prête également à accueillir du matériel supplémentaire que nous inclurons ultérieurement, c'est-à-dire l'ensemble du dossier génétique qui comprend A. le matériel génétique relatif aux éditions antérieures à la dernière et trouvé chez d'autres témoins, et B.
l'avant-texte, c'est-à-dire les notes et schémas mentionnés ci-dessus. Cependant, outre les difficultés relatives à l'interface mentionnée plus haut, un tel projet pose des défis à la fois en termes de délai de mise en œuvre. Par exemple, la quantité de matériaux est immense et d'une grande complexité, et des niveaux de précision adoptés en termes de basillage pour représenter des éléments qui ne sont pas en eux-mêmes des éléments essentiels, tels que la ponctuation et le système de majuscules et minuscules, mais qui, selon les standards de la philologie traditionnelle, se doivent d'être mentionnés de façon exhaustive. Pour conclure, le projet Vasto a permis de sortir de l'impasse qui résulte de la distinction théorique entre la dernière volonté de l'auteur et la dernière volonté de l'éditeur, offrant d'un côté au lecteur non spécialiste le choix entre un texte dans sa réalisation la plus avancée, volonté de l'auteur, et un texte défini comme une œuvre finie, mais qui est cependant le résultat d'une série de révisions et d'opérations de censure survenues après la mort de l'auteur. De l'autre côté, le lecteur plus expérimenté examinera plutôt les différentes stratifications textuelles de la transcription diplomatique. Il existe certes encore des problèmes d'instabilité dans la version de EVUTI 2 Beta 2. Ceux-ci, espérons-le, seront résolus à la fin de cette année avec la sortie de EVUTI 3. Dans la discussion qui va suivre, j'espère avoir des conseils et des suggestions qui pourront m'aider, tant d'un point de vue méthodologique que pratique, à la réalisation de mon projet. Merci pour votre attention.